Bonjour, bonjour à tous. On va juste attendre allez, 20 secondes, 30 secondes que les retardataires nous rejoignent. J'espère que tout le monde va bien en ce jeudi matin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé la plateforme Webikio, mais il y a un chat donc sur le côté de votre écran, à droite. Et donc, on a Clara qui va pouvoir répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas, vous, à poster si vous avez un problème technique. J'espère que vous n'en aurez pas. Ou tout simplement, commencer à poser vos questions. On les traitera à la fin. On a prévu un temps d'échange. Pour commencer, on va déjà vous donner, on va déjà diffuser un petit sondage pour savoir si vous avez déjà fait des campagnes Native Ads, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Je ne suis pas seul. On devait être trois, mais notre compère Cyril Moindreau a eu un petit imprévu. Moi, Bastien, je m'occupe du développement commercial chez Digital Keys. Et pour ce sujet, tout naturellement, je suis venu avec Linda, consultante Native Ads. Bonjour tout le monde. Alors, petit rappel pour Digital Keys, juste pour que vous puissiez situer pourquoi on parle de ce sujet. Nous, on est une agence de digital marketing, et donc on accompagne des annonceurs sur leurs problématiques de génération de leads, de génération de trafic, de visibilité. Et donc, on active les différents leviers digitaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est Native Ads, c'est un sujet de plus en plus important dans les plans médias qu'on active. Et on va vous expliquer pourquoi et pourquoi ce levier doit être vraiment considéré et tous les intérêts et comment bien le mettre en place. Donc déjà, première question, parmi vous, est-ce que vous savez identifier justement parmi ces publicités lesquelles sont au format natif? Donc là, je vous laisse un petit peu regarder. Il y a différentes publicités. Et donc, on va le voir. Eh bien, ces trois publicités sont au format natif. Oui, alors si certains ont pu penser que seule la troisième publicité, c'était du native advertising. Donc il faut savoir que les liens Google et les réseaux sociaux, c'est aussi du native parce qu'on parle tout d'abord d'un format natif. La souris est un peu... Pardon. On parle d'un format natif. Donc l'IAB définit le native advertising comme un format intégré qui reprend le design et l'ergonomie du site sur lequel il est affiché. Donc c'est pour ça qu'on considère en fait que les liens sponsorisés sur Google et les réseaux sociaux, c'est du native aussi. Mais quand on va parler de native advertising, en fait, dans le langage courant maintenant, on parle plutôt du native éditorial. Donc il y a un format qu'on retrouve sur plusieurs supports, donc par exemple des sites médias, des applications ou encore de la newsletter par exemple. Donc c'est plutôt les encarts de publicité qu'on va retrouver dans les articles ou en fin d'article avec la notion obligatoire qui est sponsorisée, qui va reprendre le design du site sur lequel il est présent. Et voilà. Et donc, déjà, moi, je voulais vous communiquer un premier chiffre. C'est un levier qui est en forte croissance. On le voit d'année en année. Donc là, c'est une infographie qui vient du bilan e-pub du SRI sur le premier trimestre 2021. On voit qu'en termes de valeur, donc le Native Ads est rangé dans le display dans ce type d'étude. On voit que le poids du natif s'établit à 25%. Donc, c'est un chiffre qui est en forte progression puisque c'est plus 70% par rapport à l'année précédente. Et ça montre tout simplement que c'est un levier qui marche, puisque cette croissance, elle est portée avant tout par des annonceurs qui ont pu trouver de la rentabilité en déployant ce levier.
Et donc nous, c'est vrai qu'on observe au sein de nos campagnes cette même croissance. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a un vrai pôle dédié avec justement des personnes qui sont dédiées à la gestion de ce levier, comme Linda. C'est vraiment un accélérateur, on va le voir, pour un écosystème d'acquisition média. Alors pourquoi ce succès? C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui. Plusieurs choses, et je vais laisser d'abord Linda expliquer le premier point qui concerne le format en lui-même. Oui, alors le premier point qui explique le succès du natif ces dernières années, c'est vraiment le format. Dans un contexte où l'utilisateur est de plus en plus familier avec la publicité et il accepte de moins en moins, le native apparaît comme un format non intrusif, puisque comme par exemple quand on ouvre un site internet, on est envahi de pop-up, d'encarts display. Le native a une intégration beaucoup plus subtile, beaucoup plus intégrée du coup au design du site. Il est plus accepté. On dit même que 80% des utilisateurs considèrent le native comme du contenu. Donc, avec ce format a des taux d'interaction de 20 à 60% supérieurs au display, avec également plus d'intention d'achat. Il suit également les tendances de consommation du contenu qui c'est de plus en plus mobile, puisque c'est un format cross-device et qui n'est pas bloqué par les adblockers, par la plupart des adblockers. Et enfin, c'est un format qui est très facile à mettre en place, qui ne nécessite pas de création particulière, contrairement à un format display où on va avoir besoin d'un visuel. Là, on a juste besoin d'une photo, d'un visuel et d'un titre. Et si on prend une vision plus large, l'intérêt qu'il apporte au mix média, ce levier, c'est d'abord une notion de volume et de scalabilité pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut très très vite générer du volume, puisqu'on a des capacités de diffusion qui sont très importantes. On peut vraiment adresser une très large population. Et aujourd'hui, c'est une vraie alternative justement aux GAFAM, donc notamment aux campagnes Google Ads, aux campagnes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la première raison pour laquelle on active le Native Ads. C'est vraiment pour aller rechercher plus de volume une fois qu'on a bien travaillé les autres leviers. En général, tout l'intérêt, c'est qu'on a ça nous permet d'avoir des KPI qui sont assez intéressants puisqu'on obtient des CPC en général beaucoup moins chers que sur les autres leviers, donc 30 à 50% moins chers. Donc on vous a mis quelques chiffres qui sont vraiment moyens, tous secteurs confondus. Hein. Il y a des vraies disparités quand même selon les secteurs. Mais on a sur un CPC moyen de 40 centimes et un CTR, donc un taux de clic de 0,40%. Et c'est un levier qui peut vraiment avoir du sens à différentes étapes du funnel. Donc aussi bien pour générer de la visibilité, forcément du trafic, c'est son modèle économique. Hein, je le rappelle, mais on paye au coût par clic en Native Ads en général. Bon, il y a plusieurs modèles qui existent, mais c'est le modèle un petit peu roi en Native Ads. Et c'est aussi des leviers qui vont contribuer à la transformation, donc vraiment à générer des leads, générer des ventes. On vous montrera quelques cas clients à la fin de ce webinaire. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ça permet d'une, d'aller chercher du volume, deuxièmement, de vraiment apporter un élan supplémentaire, à casser un espèce de plafond de verre que vous pouvez atteindre sur d'autres leviers, avec des KPI intéressants en termes de rentabilité. Et troisièmement, ça permet vraiment d'activer des stratégies qui vont nourrir chaque étape de votre acquisition. Alors, il y a quand même certaines conditions. On ne conseille pas le native pour tous les annonceurs. Le premier point qui est vraiment central, c'est qu'il est particulièrement adapté sur des marchés B2C avec une cible large, puisqu'on va diffuser auprès de populations assez larges, on est sur des sites médias. On a besoin de s'assurer que vos produits, votre offre, vos services intéressent un public important.
Donc c'est vrai que dès qu'on est sur du B2B, ça peut être assez complexe. Et donc, sauf B2B, on va dire, entre guillemets, assez grand public, par exemple des cartouches d'encre, c'est vrai que nous, on réserve surtout ce levier au marché B2C, qui est une cible large, encore une fois. Et il faut bien sûr que vous ayez un fort besoin de volume. Donc c'est vrai que c'est un levier que nous, souvent, on va activer, notamment sur des périodes fortes, hein, donc Noël, quand il y a des fêtes, quand il y a des temps forts commerciaux. Euh, mais globalement, c'est un levier qui vous permet, encore une fois, de casser un plafond de verre et d'aller chercher une nouvelle croissance. Donc là, on vous a mis quelques exemples de bannières. Et vous pouvez voir le type d'acteurs qui utilisent ce levier. Hein, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent. Il y a notamment tout l'univers banque-assurance, euh, beaucoup de publicités aussi et d'acteurs dans le monde de la beauté, de la santé. Et aussi, on a les traditionnels auto, la grande consommation. Donc, vous voyez, ce sont vraiment des annonceurs qui s'adressent à une cible très large et sur des marchés B2C. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Linda qui va vous expliquer concrètement comment on met en place une campagne et quelles sont les astuces pour qu'elle soit vraiment efficace. Alors oui, donc si vous avez été convaincu par le format natif et que vous voulez commencer à mettre en place des tests, donc vous allez avoir besoin de plusieurs éléments qui peuvent être optimisés au fil de l'eau, mais vous allez devoir avoir besoin d'annonces, du coup, la combinaison visuel-texte, donc ce dont on parlait tout à l'heure, photo plus un titre, une landing page évidemment, sur laquelle vos annonces vont rediriger, un budget cohérent et bien défini, donc on en reviendra plus tard, et enfin un ciblage qui correspond à vos objectifs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Native Ad, c'est vraiment le domaine, encore plus que d'autres leviers, de l'A/B test. Exactement. Donc, en termes d'annonce, il y a un peu des choses à ne pas faire et à ne pas faire, à faire et à ne pas faire. Contrairement au display, donc, on va tout d'abord privilégier tout ce qui va être titre court, pour la simple et bonne raison que votre texte en fait va être diffusé sur plusieurs sites. Donc, on évite de se faire couper en plein milieu de la phrase. Donc, on va privilégier les formats courts pour ne pas prendre de risques. On inclut aussi un maximum de verbes d'action, parce que comme les personnes sont dans un contexte de lecture, par exemple, d'articles, ou sont sur un site média, nous, notre objectif, c'est aussi de les faire passer à l'action, de les faire cliquer sur la landing page. On inclut aussi un maximum la cible dans ces titres. Et enfin, comme a dit Bastien, on teste toujours plusieurs approches dans une logique d'A/B testing, parce que on sait pertinemment que la première approche n'est pas forcément celle qui va être la plus efficace. En termes de visuel, donc c'est logique, on utilise des visuels de bonne qualité. On fait apparaître le produit qu'on vend, si on vend un produit ou notre offre. On sait aussi d'expérience que les visuels qui font apparaître des personnes ont toujours tendance à un peu mieux cliquer, et surtout s'ils font partie de la cible. Et enfin, on évite tout ce qui est accroche trop trompeuse ou clickbait, tout simplement parce que une fois arrivé sur votre site, la personne va quitter automatiquement le site et vous aurez peut-être un clic qui ne servira strictement à rien. On évite aussi d'abuser de la ponctuation ou des majuscules. Le but vraiment, c'est d'être dans une approche où on est intégré au site. On n'essaye pas non plus de trop choquer en termes de format publicitaire. Et enfin, on évite tout ce qui est visuel avec du texte. Pour les mêmes raisons, on reste sur un format hyper intégré. Très soft. Exactement. Voilà, et aussi très important, donc je dirais qu'en termes d'importance, c'est 50% sur l'annonce et 50% ce qui se passe après, une fois qu'on a cliqué sur l'annonce, donc c'est l'expérience sur la landing page. Donc on n'oublie pas qu'on est sur un contexte de découverte, donc les personnes qui cliquent sur votre encart ne connaissent pas forcément votre offre ou votre produit, donc on évite de rediriger directement vers les fiches produits. Nous, on a mis en place en fait des landing pages avec des structures où on est d'abord dans la découverte, la présentation de la marque et de son univers, et ensuite, une fois que l'internaute est éduqué, on peut lui parler de produits.
Donc, pour mettre en place en fait ces landing pages pour nos clients, on a créé notre propre outil que je vais laisser Bastien présenter. Oui. Donc effectivement, comme l'a dit Linda, 50% de la performance vient des landing pages, donc c'est forcément un élément hyper important et crucial. Donc là, vous avez un exemple de landing page qu'on a réalisé pour un produit qui sont des couteaux et fourchettes pour utiliser de façon nomade. Là, en haut, vous avez une page qui est une page produit. Donc ça, c'est quand on arrive via une campagne marque d'une campagne SIA. Donc là, c'est assez logique, c'est quelqu'un qui connaît déjà la marque et qui donc veut acheter. Par contre, là, avec une annonce où on veut lui présenter le produit, on avait besoin d'avoir une landing qui, comme l'a dit Linda, va pouvoir mettre en avant du texte, des messages de réassurance. Et donc, comme pour les visuels, on va avoir besoin de tester régulièrement des landings, tester d'autres textes, avoir des landings qui soient dédiés aux différentes annonces qu'on va publier. Et pour pouvoir avoir la main sur cet élément qui est indissociable du reste de la campagne, on a créé notre propre outil, tout simplement pour améliorer nos performances. Donc on a créé un outil qui permet de créer à la volée des landing pages, de pouvoir les modifier très rapidement et surtout d'en avoir une lecture avec une connexion aux différents outils de tracking, que ce soit Analytics ou mettre en place du Google Optimize, pour pouvoir piloter au plus juste la performance des campagnes. Et bien sûr, c'est un outil qui respecte tous les prérequis, que ce soit en termes de RGPD, de SEO. Et on a rajouté des options qui permettent aussi de personnaliser le texte en fonction de plusieurs critères. Typiquement, vous l'avez peut-être déjà lu, quelqu'un qui fait une recherche en Île-de-France, il va arriver sur une landing. Si je prends le cas de l'immobilier, on va lui parler, découvrez les différents logements en Île-de-France. À la fin, c'est plein de détails ou d'éléments de ce type qui vont permettre vraiment d'améliorer la performance des campagnes. Donc, on vous enverra la présentation, et on vous a mis un exemple de landing qu'on a réalisé. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on ne peut pas faire de campagne native ads en ne traitant pas le sujet des landing pages. C'est vraiment indissociable. Et il y a un autre élément, c'est le ciblage du budget. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que trois parties interviennent quand on fait des campagnes de native ads. Il y a vous qui souhaitez mettre en place des campagnes. Il y a les sites médias sur lesquels vont être diffusées vos annonces. Et il y a les régies de native, donc qui achètent les emplacements aux sites médias. Tout cet écosystème fonctionne au coût par clic en général, ou en tout cas, il y a un objectif de rentabilité pour le site média et pour la régie native. Donc, pour que vos annonces soient diffusées, il faut que la rentabilité à tous les niveaux soit là, donc pour vous, mais aussi pour les différents acteurs. On a deux enjeux du côté du budget. On a donc, d'un côté, vous permettre le budget doit vous permettre de faire des A/B tests. Encore une fois, le directeur marketing, c'est pas nous, c'est pas vous, ça va vraiment être l'internaute qui va cliquer ou ne pas cliquer. Et pour faire ces différents A/B tests, on doit s'assurer que vous êtes effectivement diffusé sur un panel assez large de sites avec vos différentes annonces. Si personne ne clique sur vos annonces, très vite, la régie native et les sites médias ne vont plus accepter de diffuser vos annonces, puisque pour eux, c'est de la perte. Et on est sur un marché d'offres et de demandes, hein, les prix ne sont pas fixés unilatéralement. Donc il faut qu'on joue sur ce budget pour être assez agile, pour s'assurer qu'on est bien diffusé et qu'on s'assure également d'avoir assez de clics pour avoir des résultats statistiquement fiables. Donc c'est vrai que c'est un levier, on ne peut pas démarrer avec des budgets trop faibles. Nous, en général, on communique sur quelques milliers d'euros à minima pour faire un vrai test.
à l'inverse d'un Facebook, si on dépense quelques centaines d'euros, concrètement, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau et on ne pourra pas capitaliser dessus pour mener des optimisations et vraiment générer de la croissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Encore une fois, en Native Ads, on mise avant tout sur un ciblage qui est contextuel. Donc on est sur différents sites médias. On n'est pas dans une logique, je vais prendre le contre-pied de Google Ads, ce sont des gens qui posent eux-mêmes la question à laquelle ils souhaitent qu'on affiche une publicité. Donc là, on se doit d'être assez large et on est dans une phase de découverte, donc d'avoir le budget nécessaire pour couvrir ces différents points de contact. Et donc, on va rentrer concrètement à quoi ressemble une plateforme et le métier de Linda au quotidien. Ouais. Donc, voilà un exemple d'interface native sur lequel on va créer les campagnes. Donc, comme l'a dit Bastien, c'est des campagnes qu'on pilote pour 99% des cas au coût par clic. Selon les régies, après, on peut définir par exemple un CPA cible ou un CPL cible. On va avoir la main alors sur les devices. La bonne pratique, c'est toujours de créer une campagne différente par device, tout simplement parce que les comportements ne sont pas les mêmes sur mobile et sur desktop. Donc, on ne va pas forcément attribuer le même CPC à ces devices. Ensuite, on a l'occasion du coup de faire des campagnes géolocalisées. Donc, nous, c'est ce qu'on fait très souvent, généralement pour nos acteurs qui souhaitent générer des leads géolocalisés. Donc, ça nous permet de créer des campagnes et d'adapter justement les landing pages à leur localisation. On a également aussi le choix des sites ou des éditeurs sur lesquels on décide d'être présent. Donc, soit on intègre directement nos blacklists, soit on choisit d'être sur une diffusion assez large. Et ensuite, on va décider d'attribuer ou non plus de poids à certains médias qui ont plus de pertinence, par exemple, qui correspondent plus au thème sur lequel le produit correspond. Et ensuite, on a tout ce qui va être segment de data ou de centre d'intérêt pour affiner le ciblage. En sachant que, et on ne l'a pas précisé, mais c'est un point intéressant du Native Ads, c'est qu'on a accès à des datas, mais de par le format et le contexte, on peut aussi avoir une approche vraiment cookie-less. En tout cas, on ne va pas utiliser de data, on va vraiment se baser sur votre message dans un contexte de lecture. Comme disait Linda, si on parle de produits liés à la nourriture, être présent sur des sites médias qui traitent de gastronomie, on a un premier ciblage naturel et ça nous permet aussi d'identifier parfois, de tester aussi d'autres ciblages auxquels on n'aurait pas pensé en allant sur des sites, en ouvrant entre guillemets les vannes. Et c'est aussi un levier qui est très intéressant de ce point de vue-là en termes d'apprentissage de la consommation de médias de vos cibles. Je rajouterais même que le ciblage se fait même en amont, même au niveau de l'annonce, puisque si on qualifie en fait le titre qu'on utilise dans l'annonce, ça va déjà permettre de faire un premier tri et s'adresser uniquement à notre cible. Et puisqu'on paye uniquement au clic, à partir de ce moment-là, ça devient intéressant en fait. Alors, on va vous parler de deux cas clients pour illustrer ce qu'on vous a dit, avec justement quelques résultats qui montrent tout l'intérêt et la pertinence de ce levier. Donc, le premier client qu'on a voulu vous présenter, donc, c'est Elio. C'est un client qui fait du native déjà depuis quelques années, qui est spécialiste dans l'économie de l'énergie. Donc, qui a des problématiques de génération de leads via des campagnes géolocalisées. Donc, ils ont des problématiques de volume de leads importants à générer sur des géolocalisations précises. Donc, on utilise le native justement sur des campagnes géolocalisées pour générer du lead qu'on n'aurait pas pu générer, par exemple, sur du Google, sur du social media. Et donc, à force d'optimisation, notamment sur la landing page avec le formulaire qui est directement intégré en haut de page dans un contexte de génération de leads,
c'est toujours plus performant. On en arrive à ce que 15% des leads générés par Helio proviennent du native ad. Et en plus de ça, donc tout le trafic qui est généré, on parle vraiment d'une quantité importante de trafic qui est généré sur le site Helio, alimente aussi, il y a cet effet un peu bénéfique sur tous les autres leviers, donc notamment Google en retargeting, en social media ou même en display. Voilà, et deuxième cas client, donc c'est Dijo aussi qui fait du native advertising, pareil, depuis quelques années, donc qui est une marque qui vend des couteaux personnalisables. Donc l'objectif premier de sa présence sur le natif, c'est vraiment de faire découvrir le produit et la marque, et ensuite, dans un second temps, donc de générer des ventes. Donc 50% du trafic du site Dijo provient du native ads. Et pareil, donc ça a un effet bénéfique sur l'ensemble des leviers. Et on génère aussi notamment beaucoup de ventes sur le native. Avec en fait, on alterne annonces un peu découvertes, découvrez ce couteau personnalisable, et des annonces orientées un peu plus vente, offrez ce cadeau, ce couteau personnalisable pour Noël, par exemple. Donc avec un jeu de landing page aussi adapté pour chacun de ces objectifs. Et donc là, ces deux cas montrent bien tout l'intérêt du native ads. Le premier intérêt, d'amener du trafic assez peu cher, parce qu'encore une fois, on ne peut pas vous donner les chiffres là, pour des raisons de confidentialité, mais on est quand même sur des ratios qui sont bien inférieurs aux autres leviers qui sont activés pour ces deux acteurs. Et derrière, nous, on voit la rentabilité que ça apporte globalement au plan média, puisque ça va nourrir encore une fois tous les canaux. Et Dijo, c'est le meilleur exemple, puisque là, on est sur un produit qui est assez peu recherché naturellement, puisque c'est un produit atypique. Et le native ads, là, génère la découverte, 50% du trafic du site, ce qui est quand même énorme. Concrètement, on ne pouvait pas se passer, ou en tout cas se passer du native ads, ce serait aujourd'hui très compliqué. De la même façon pour Helio, pour revenir sur cet annonceur, c'est un moyen d'aller chercher plus de leads une fois qu'on est présent sur les différents autres canaux plus classiques que sont Google, le social ads, etc. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions. Et je crois qu'il y en a quelques-unes. Oui. Ah oui. Alors, je vais prendre la première question de Brian. Donc, je la lis pour tout le monde. Je travaille sur la sémiologie des liens hypertextes. Quelle différence faites-vous entre le référencement web, et le native ads? Alors, Linda, as-tu des éléments de réponse? Entre le référencement web et le native ads, tout simplement, le native ads, ça va être un levier payant qui évolue pas du tout sur le même environnement web, donc sont les moteurs de recherche. Alors, après, c'est vrai qu'on peut avoir une approche avec le SEO pour savoir finalement quelles sont les questions que posent les gens naturellement sur un produit, et reprendre ces informations-là pour avoir des idées justement de titres d'annonces. Mais encore une fois, on va avoir une approche qui est quand même plus éditoriale, puisqu'on s'insère dans un format sur des sites médias. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir des titres qui ressemblent plus à des titres potentiellement d'articles, plus qu'un titre qui ressortirait d'une question d'un internaute en référencement naturel. Mais encore une fois, ça peut dépendre des secteurs, des sujets, et en tout cas, il peut avoir une réflexion commune. Et là, pour le coup, les landing pages, par exemple, qu'on pourrait créer pour du native ads, on n'est pas du tout sur la même réflexion qu'en référencement web, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément chercher à faire en sorte qu'elles soient optimisées pour le référencement, mais plutôt qu'elles parlent à l'utilisateur et qu'elles se situent bien dans le contexte de découverte et qu'elles permettent de sensibiliser le client, l'internaute à l'offre.
Ensuite, une question de Morgane. Est-ce que les performances sont aussi intéressantes sur le marché B2B et dans le domaine de la mutuelle santé? Alors, ça peut être intéressant, mais ça va demander en fait un niveau de ciblage un peu plus poussé que sur du B2C. Et en fait, là, on va perdre un petit peu tous les avantages qu'apporte le natif, c'est-à-dire le trafic à faible coût, puisque à partir du moment où on rajoute une multitude de ciblages précis, on est toujours sur des CPC un peu plus chers. Donc ça peut être intéressant. Tout dépend aussi de votre objectif. Si l'objectif premier, c'est de faire aussi découvrir votre offre, donc de faire du branding, ça peut être intéressant parce que tout de suite, on a une visibilité qui est assez importante. Mais il faut accepter, encore une fois, pour être diffusé, d'être prêt à payer un CPC relativement important. Il faut que ça attire quand même assez de monde, tout simplement pour que le site média gagne de l'argent. Et pareil pour la plateforme, et donc ils acceptent de diffuser. Maintenant, il y a des cas en B2B où ça a vraiment bien fonctionné, mais c'est plus rare, c'est pas forcément adapté à tous les B2B. Le domaine de la mutuelle santé, ça peut être intéressant, tout dépend du message. Donc si on parle de mutuelle santé B2B, si on a un message, cette mutuelle entreprise est vraiment intéressante, parlez-en à votre employeur. Voilà, on peut avoir ce type d'approche. Peut-être là, on peut avoir des KPI qui sont assez intéressants en termes de performance. Ensuite, une question de Jérémy. Bonjour, quels sont les sources des différents chiffres en début de présentation? Pour les taux de croissance, je l'avais mis dans la présentation. Et alors peut-être c'est sur d'autres chiffres, sur les taux d'interaction, sur les taux de visibilité. Et je pense que ces chiffres-là, je vous les rajouterai quand je vous renverrai la présentation. Mais la plupart proviennent je crois que c'est l'Observatoire de la publicité et c'est les chiffres de l'IAB. Ouais. En tout cas, ce sont des chiffres scientifiques. Ce ne sont pas les nôtres. Est-ce que le Native Ads peut être utilisé seul, sans campagne GAFAM? Bonne question. Ouais, super bonne question. Alors, oui, on a plein de cas, il y a plein d'acteurs qui se développent en faisant seulement du Native Ads. Alors, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui font que du Native Ads. C'est beaucoup de gens qui ont des business models assez spécifiques, monoproduits. Aussi beaucoup de gens qui font du dropshipping, notamment. En tout cas, c'est une approche qui nécessite derrière d'avoir un produit qu'il faut vraiment faire découvrir et avoir un business model qui permet que ce soit rentable. Puisque malgré tout, le Native Ads, alors il y a des cas où c'est extrêmement rentable, mais c'est avant tout un premier levier qui est là pour faire découvrir un produit. Donc le clic est forcément beaucoup moins intentionniste qu'une personne qui fait une recherche sur Google. Donc c'est vraiment, c'est possible, mais pas pour tout le monde. Je ne sais pas si tu rajoutes un moi, je dirais que c'est, en fait, oui, voilà, c'est tout à fait possible. On peut générer un fort volume de trafic, donc c'est idéal, par exemple, pour une marque qui commencerait à se lancer. Donc, on peut commencer par des campagnes de Native Ads. Et pour des campagnes un peu plus perf, on peut faire un combo de campagnes de notoriété trafic plus du retargeting derrière pour générer de la conversion sur ce seul levier. Donc, pas forcément besoin de passer par un Google, Facebook, etc. Alors, ensuite, une question de Roxane. Comment s'assurer que le budget est suffisant pour avoir des résultats intéressants? J'ai eu beaucoup de questions. Enfin, je pose souvent cette question à Linda, moi-même. Donc Linda, tu veux peut-être répondre? Oui, alors ça c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment s'assurer que le budget est suffisant? En fait, il faut qu'on ait un budget journalier suffisant pour qu'en fin de campagne, en fait, on puisse avoir des apprentissages. Déjà, souvent on va fixer le budget en fonction des objectifs. Donc, si par exemple on a un CPL, un coût par lead à je sais pas, 100 €, il faudrait qu'on ait l'opportunité de réaliser plusieurs leads par jour. Donc à partir de ce moment-là, le calcul est simple, par exemple.
On prend son coût par lead, on multiplie par le nombre de leads qu'on aimerait générer par jour, et ça donne déjà un budget, une première idée d'un budget mensuel dont on a besoin pour avoir des apprentissages. Et il faut surtout que le budget soit intéressant pour réaliser des tests. Donc, c'est-à-dire que si on part sur un budget qui n'est pas suffisant, où on peut se permettre qu'un seul ciblage, très peu d'annonces, très peu de tests au final, et qu'on se plante, en fait, on aura une impression négative du levier, alors qu'en fait, on aurait très bien pu trouver la recette qui fonctionne. Donc, pour synthétiser, le budget, il faut vraiment se poser la question de vous voulez à peu près combien de trafic? Nous, encore une fois, on peut estimer à peu près des ratios de coût de trafic où on est entre 30 et on va dire 60 centimes, pour être un peu large. Et en fonction de votre taux de transformation des différents KPI que vous avez, on remonte le chemin et ça nous donne un budget pour pouvoir s'assurer d'être diffusé toute la journée, de faire des tests. Alors pour donner quand même un premier chiffre, en général c'est quand même quelques milliers d'euros par mois, Ouais. en général à minima quand même, pour tester ce levier. Alors, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un levier par rapport à d'autres où on a un apprentissage qui est un peu plus rapide. Au bout d'un mois, on commence à avoir des vraies réponses. Là où sur du Google Ads, bien sûr, on a des réponses, mais il y a un apprentissage et des optimisations qui peuvent être un petit peu plus longues. Alors ensuite, une question de Bruno. Une marque de luxe peut-elle utiliser le Native Ads? Alors, oui. D'ailleurs, on en voit. Oui, c'est oui. C'est un format justement qu'on peut considérer comme plus premium qu'un format display, dans le sens où la perception par l'internaute va être un peu plus positive. Donc on peut tout à fait envisager une marque de luxe sur du native, à condition, je pense, que le cadre de diffusion soit maîtrisé. Donc je pense que les marques de luxe ont des problématiques de brand safety, donc forcément à prendre en compte dans la mise en place des campagnes. Mais c'est un format qui est tout à fait adapté pour des marques de luxe ou premium. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de format texte plus visuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien imaginer, alors il y a toujours ces deux éléments, visuel plus texte, mais on peut mettre en place des vidéos. Aujourd'hui, il y a même certaines régies Native Ads où on a des choses interactives. Donc là, l'internaute va même pouvoir cliquer, voir la vidéo qui va jouer naturellement. Donc on a mi-chemin entre la pub et le contenu. Donc il y a vraiment, là c'est une très grande synthèse du Native Ads, mais il y a plusieurs régies, chacune avec leurs avantages et qui sont adaptés à différents objectifs. En tout cas, il y a des formats natifs et des emplacements natifs, donc sur certaines régies, certains sites, qui sont particulièrement bien adaptés pour des produits, notamment dans l'univers du luxe. Donc, je crois qu'on a traité toutes les questions. Si vous en avez d'autres, nous, on est prêt à vous répondre. Dans tous les cas, donc on va vous renvoyer la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après, à nous les transmettre. On sera ravis d'y répondre. Et puis, j'ai envie de vous dire merci de nous avoir écoutés. Et puis, on va vous souhaiter du coup une bonne journée si personne d'autre n'a de questions. Pas de questions. On va vous libérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir.